L'homme qui envoyait des assassins pour tuer le capitaine Ibrahim Traoré alors qu'il se terrait au Togo se réveille maintenant entre les quatre murs glaciales d'une cellule de prison. Et laissez-moi vous dire une chose, le cauchemar ne fait que commencer pour Paul-Henri Sandaogo Damiba. Écoutez-moi très attentivement car ce qui s'est passé le 20 janvier 2026 est le genre de justice qui vous force à croire en une intervention divine. C'est ce même homme qui orchestra la mort depuis le confort douillet de son exil. Ce même lâche qui payait des soldats pour poser des bombes dans les bâtiments gouvernementaux. Ce même traître qui voulait voir le Burkina Faso réduit en cendres juste pour pouvoir reprendre le pouvoir. Cet homme est désormais entre les mains du capitaine Traoré. Et mes frères et sœurs, il n'y a plus nulle part où s'enfuir. Imaginez la scène. Le 16 janvier 2026, à Lomé au Togo. Damiba dormait probablement à point fermé, persuadé que ses protecteurs intouchables assureront sa sécurité pendant qu'il poursuivait sa campagne de terreur contre le Burkina Faso. Il menait cette vie confortable depuis plus de 3 ans, complotant, manigançant, payant des mercenaires et des traîtres avec de l'argent étranger pour déstabiliser son propre pays. Puis soudain, on frappe à la porte. Les forces de sécurité sont là, mandat d'arrêt en main. En quelques heures, il se retrouve devant la cour d'appel de Lomé. Et en une seule journée, il est remis aux autorités du Burkina Faso comme un vulgaire criminel de droit commun. Cette extradition que Damiba pensait probablement impossible, dont il riait sans doute. En sirotant du vin de grand cru financé par ceux qui sponsorisent sa traîtrise, vient de devenir son pire cauchemar. Le ministre togolais de la Justice a lu la déclaration à la télévision publique d'un ton froid et factuel. Damiba a été arrêté et remis aux autorités du Burkina Faso suite à une demande d'extradition faite le 12 janvier pour incitation à la commission de délits et de crimes. Incitation aux délits et aux crimes. C'est le langage diplomatique pour décrire ce que cet homme a réellement fait. Orchestrer des meurtres, financer le terrorisme contre son propre peuple, tenter d'assassiner un chef d'État en exercice à plusieurs reprises. Pouvez-vous imaginer la panique qui a dû s'emparer de lui? L'homme qui se croyait intouchable soudainement conduit de l'autre côté de la frontière pour faire face aux dirigeants même qu'il a tenté de tuer. Le chasseur est devenu la proie. Maintenant, laissez-moi vous ramener au 3 janvier 2026, à peine 17 jours avant l'arrestation de Damiba. Mes frères et sœurs, ce qui a été découvert cette nuit-là vous fera froid dans le dos. Le capitaine Ibrahim Traoré a failli être assassiné à quelques centimètres près dans un complot si sophistiqué, si bien financé, si diabolique qu'il aurait pu anéantir le Burkina Faso tout entier. Vers 23 h, heure de Greenwich, les services de renseignement du Burkina Faso ont arrêté le cerveau d'un complot orchestré depuis Lomé au Togo, depuis la cachette de Damiba. Et lorsqu'ils ont fouillé le téléphone de cet homme, ce qu'ils ont trouvé étaient des preuves si accablantes, si absolument compromettantes qu'elles ne laissaient aucun doute sur l'identité de celui qui tirait les ficelles. Des enregistrements audio, des messages vocaux, des plans exposés, avec des détails choquants. Et la voix sur ces enregistrements, c'était celle de Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même discutant prétendument de la manière de saboter les drones militaires du Burkina Faso. Ces mêmes drones qui protègent le pays contre les terroristes djihadistes afin que les forces armées soient paralysées et vulnérables. Dans ces enregistrements, ce traître exprimait prétendument sa confiance une fois les explosions commencées, une fois les assassinats lancés. Le peuple burkinabé serait trop choqué, trop traumatisé pour résister. Il a parié sur leur paralysie, il a misé sur leur peur. Mais c'est là que vous allez rester bouche bée. Il ne s'agissait pas d'une opération d'amateurs gérée avec de la petite monnaie. Damiba aurait transféré plus de 125 000 $, 128 000 $ aux conspirateurs. Dans un pays où le citoyen moyen lutte pour gagner quelques dollars par jour, ce traître jeté par les fenêtres plus d'argent que la plupart des Burkinabés ne verront dans toute une vie. Tout cela pour acheter la mort de leur président. 128 000 $ pour financer le meurtre, pour acheter des explosions, pour s'offrir la trahison. Pensez à ce que cet argent aurait pu faire s'il avait été utilisé pour le bien. Des écoles, des hôpitaux, des puits, de la nourriture. Au lieu de cela, c'était l'argent du sang destiné à transformer Ouagadougou en un cimetière. Laissez-moi vous peindre le tableau complet de ce qui devait arriver le 3 janvier 2026, parce que vous devez comprendre à quel point le Burkina Faso a frôlé la catastrophe. Phase 1, assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Pas seulement le tuer, mais le faire brutalement publiquement, en faire un message. Les comploteurs voulaient que son sang envoie une onde de choc à travers la nation. Phase 2, assassiner simultanément les commandants militaires clés et les responsables civils du gouvernement. Créer un vide de pouvoir si total que personne ne saurait qui dirige.
Le chaos pur et incontrôlé. Phase 3. Détruire les drones sur lesquels l'armée du Burkina Faso compte pour traquer et éliminer les terroristes djihadistes. Ce ne sont pas de simples machines, mes frères et sœurs. C'est l'avantage technologique qui a permis aux forces de Traoré d'inverser la tendance contre l'extrémisme. Sans eux, l'armée se battrait à l'aveugle et les djihadistes se déchaîneraient à travers le pays, massacrant les civils en toute impunité. Phase 4. Prendre d'assaut et saisir le contrôle des points vitaux. Les institutions gouvernementales à Ouagadougou, le Parlement, le quartier général de l'armée, les centres de communication vitaux, les systèmes bancaires, absolument tout le nécessaire pour faire tourner un pays a été capturé en une seule frappe coordonnée et dévastatrice. L'objectif final était clair et terrifiant, provoquer un effondrement institutionnel si complet que la population serait bien trop terrifiée, trop désorientée et trop brisée pour résister lorsque la faction de Damiba annoncerait soi-disant qu'elle rétablissait l'ordre. C'est exactement le même vieux manuel de stratégie que les dictateurs utilisent cyniquement depuis des décennies. D'abord, vous créez la crise de toutes pièces. Ensuite, vous vous présentez comme le sauveur providentiel. Mais voici la partie qui devrait faire bouillir le sang de chaque Burkinabé. Certains des hommes impliqués dans ce complot sordide étaient des militaires assignés à la protection personnelle du capitaine Traoré. Ses propres gardes du corps des hommes qui se tenaient à ses côtés chaque jour, qui avaient accès à son emploi du temps, à ses moindres mouvements et à toutes ses vulnérabilités. Des hommes à qui il confiait sa vie planifiait apparemment de la lui prendre froidement. Imaginez un instant le niveau de cette trahison. Imaginez-vous assis en réunion entouré de soldats que vous croyez loyaux tout en sachant que l'un d'eux attend peut-être juste le bon moment pour vous mettre une balle dans le crâne. C'est exactement le genre de guerre psychologique intense que Traoré endure jour après jour depuis qu'il a pris le pouvoir. Maintenant, frères et sœurs, parlons de la question que tout le monde murmure tout bas, mais que trop peu osent dire à haute voix qui finance tout ça. Paul-Henri Sandaogo Damiba est en exil depuis octobre 2022. Il ne dirige pas une entreprise florissante. Il ne gère pas de portefeuille d'investissement. Il ne va pas au bureau tous les matins pour travailler. C'est un ancien dirigeant disgracié vivant dans le pays d'un autre dépendant de la charité d'autrui pour son pain quotidien. Alors bon sang, où a-t-il trouvé 125 000 $ pour financer un coup d'État militaire? Et ça, c'est juste l'argent dont nous avons connaissance pour ce complot spécifique. Il y a eu de multiples tentatives d'assassinat contre le capitaine Traoré depuis septembre 2022. Chacune d'elles coûte de l'argent, des armes, de l'équipement de communication, des planques des transports et des pots de vin pour recruter des traîtres. Nous parlons ici de centaines de milliers, peut-être même de millions de dollars dépensés pour essayer de tuer un seul homme et déstabiliser tout un pays. Cet argent a une source précise et cette source a un motif. Laissez-moi vous poser quelques questions qui dérangent. À qui profite le crime si le capitaine Ibrahim Traoré meurt? Qui gagne si le Burkina Faso sombre dans le chaos total? Qui y gagne si cette expérience de souveraineté africaine et d'autodétermination échoue de manière spectaculaire dans un bain de sang? Est-ce la France, regardant nerveusement son ancienne possession coloniale, expulser les troupes françaises, exiger des contrats miniers équitables et bâtir des partenariats avec la Russie et d'autres nations? La France qui s'est habituée à traiter l'Afrique francophone comme sa zone privée d'extraction de ressources. Est-ce que ce sont les multinationales minières furieuses que le Burkina Faso soit en train de renégocier les contrats d'or et de minerais pour s'assurer que la richesse profite réellement au peuple burkinabé au lieu d'enrichir uniquement des actionnaires étrangers? Est-ce que ce sont les puissances régionales qui voient la la rhétorique panafricaine de Traoré, ces appels vibrants à l'unité africaine et à la souveraineté comme des idées dangereuses qui pourraient se propager à leur propre population? Est-ce que ce sont les hégémonies mondiales qui considèrent tout dirigeant africain refusant de se soumettre comme une menace pour l'ordre international qu'elles contrôlent? Je ne suis pas là pour pointer du doigt sans preuve, mes frères et sœurs, suivez l'argent. Suivez toujours la trace de l'argent. Damiba n'a certainement pas financé ses tentatives de coup d'État avec sa pension de retraite. Quelqu'un avec les poches profondes et des motifs bien plus sombres finance cette campagne de terreur. Et quand Damiba commencera à parler sous interrogatoire, et oh croyez-moi, il va parler, nous allons découvrir exactement qui essaie d'assassiner la souveraineté africaine dans son berceau. En ce moment même, à la seconde où je vous parle, il y a des gens au Burkina Faso qui sont absolument terrifiés. Les co-conspirateurs, les agents dormants, les indiquent les officiers militaires qui ont pris l'argent de Damiba, les civils qui ont fourni des renseignements, les facilitateurs qui ont arrangé les communications.
Ils savent tous pertinemment ce que signifie l'arrestation de Damiba. Leurs noms sont sur le point d'être révélés au grand jour. Lorsque les services de renseignement ont saisi le téléphone de ce cerveau le 3 janvier, ils n'ont pas seulement trouvé des enregistrements audio de Damiba. Ils ont trouvé des contacts, des historiques de messages, des transactions financières, des lieux de réunion, des noms de code. Le réseau tout entier cartographié dans des preuves numériques qui ne peuvent être ni niées ni justifiées. Certains de ces conspirateurs ont probablement déjà fui le Burkina Faso, abandonnant leur poste en pleine nuit, fonçant vers les pays voisins pour mendier l'asile avant qu'on ne frappe à leur porte. D'autres sont probablement en train de brûler des documents, de détruire des disques durs, d'effacer leur téléphone, essayant désespérément de supprimer des preuves qui ont déjà été sauvegardées sur les serveurs du gouvernement. Et quelques-uns, les plus dangereux de tous, pourraient être en train de planifier quelque chose de désespéré. Une tentative de la dernière chance, soit pour libérer Damiba avant qu'il ne parle, soit pour le faire taire définitivement, afin que leur nom ne soit jamais divulgué. Ces prochaines semaines seront absolument critiques pour les services de sécurité du Burkina Faso. La bête blessée est toujours plus dangereuse lorsqu'elle est acculée. Le cercle rapproché du capitaine Traoré le sait parfaitement. Ils ne font pas encore la fête. Ils observent, ils attendent. Chaque appel téléphonique est sous surveillance. Chaque mouvement inhabituel est traqué sans relâche. Chaque associé connu de Damiba est placé sous haute surveillance car la conspiration ne s'arrête pas à une simple arrestation. Elle métastase. Elle se propage tel un virus. Elle évolue. La véritable question qui nous hante est jusqu'à quelle profondeur le mal s'est-il enraciné? Combien de personnes occupant des postes de pouvoir et de confiance ont été compromises? Combien de soldats? Combien de hauts responsables gouvernementaux? Combien de chefs d'entreprise ont accepté de l'argent étranger pour saper les fondations mêmes de leur propre patrie? L'interrogatoire de Damiba va inévitablement rouvrir des plaies béantes que certaines personnes très puissantes voulaient désespérément garder cachées. Soyons brutalement honnêtes sur ce qui attend Paul-Henri Sandaogo Damiba, maintenant qu'il est aux mains de la justice du Burkina Faso. Cet homme n'a pas seulement commis une trahison ordinaire. Il ne s'est pas contenté de comploter un seul coup d'État. Il aurait orchestré de multiples tentatives d'assassinat contre le capitaine Traoré. Il aurait financé des opérations visant à détruire des infrastructures militaires critiques à un moment où le Burkina Faso se bat pour sa survie contre le terrorisme djihadiste. Il aurait corrompu des soldats qui avaient juré de protéger leur commandant en chef, les transformant en de potentiels meurtriers sanguinaires. Dans la plupart des pays africains, et bon sang dans la plupart des pays tout court, de tels crimes entraîneraient une exécution extrajudiciaire rapide. Un tribunal militaire expéditif qui ne dure qu'une heure suivi d'un peloton d'exécution avant le coucher du soleil. Pas d'appel, pas de pitié, juste la froide et dure réalité que les traîtres doivent payer le prix fort. Mais le capitaine Traoré s'est positionné comme un dirigeant d'un tout autre genre, un leader différent. Il parle constamment de l'état de droit, de bâtir des institutions qui survivent aux individus, d'une gouvernance transparente en laquelle le peuple peut avoir confiance. S'il pense vraiment ce qu'il dit, alors Damiba mérite un procès public. Pas un simulacre de procès, mais un vrai où les preuves sont présentées, où l'accusé peut se défendre, où le peuple burkinabé peut voir exactement qui les a trahis et pourquoi. Un tel procès serait absolument révolutionnaire en soi. Imaginez les témoignages, les documents, les enregistrements audio diffusés en audience publique, les dossiers financiers montrant l'argent coulant de comptes étrangers pour financer la terreur. Contre le Burkina Faso, les noms des autres conspirateurs révélés sous serment, les connexions étrangères exposées aux yeux de tous. Ce serait le procès du siècle en Afrique de l'Ouest. Un moment où une nation découvre dans les moindres détails comment le néocolonialisme opère au XXIe siècle. Pas par le biais d'administrateurs coloniaux et d'une occupation militaire ouverte, mais par l'intermédiaire de locaux corrompus prêts à vendre leur propre peuple pour de l'argent étranger. Mais soyons aussi réalistes sur la nature humaine et la politique africaine. Damiba aurait tenté de faire tuer Traoré à plusieurs reprises. Il aurait planifié de faire sauter des bâtiments gouvernementaux entiers. Il aurait saboté des opérations antiterroristes, ce qui signifie que des soldats et des civils burkinabés sont probablement morts à cause de ces actions. Ce ne sont pas des crimes abstraits. C'est personnel, c'est sanglant. Quoi qu'il arrive à Damiba derrière ces murs de prison, que ce soit un procès équitable ou quelque chose de bien plus sombre, je doute que beaucoup de larmes soient versées à travers le Burkina Faso. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Essayez d'assassiner un président plusieurs fois et ne soyez pas surpris si ce président n'est pas enclin à la clémence. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial.
L'arrestation de Damiba est une victoire majeure. Mais la guerre est loin d'être terminée. Le capitaine Ibrahim Traoré fait toujours face à d'énormes menaces existentielles pour sa présidence et sa vie. Tout le monde au Burkina Faso ne soutient pas sa révolution. La vieille élite, ces familles qui se sont enrichies sous les régimes précédents en servant d'intermédiaires pour l'exploitation étrangère, voient Traoré comme une menace apocalyptique pour leurs privilèges. Ils veulent le retour de l'ancien ordre où ils pouvaient détourner des millions pendant que les masses mouraient de faim. Les puissances étrangères, habituées aux dirigeants africains dociles et contrôlables, voient Traoré comme un franc-tireur dangereux qui refuse de suivre le scénario établi. Il a chassé les troupes françaises. Il est en train de renégocier les contrats miniers. Il tisse des partenariats avec la Russie, la Turquie et d'autres puissances non occidentales. Il parle de souveraineté africaine et d'unité panafricaine face à l'establishment néocolonial. Il n'est pas juste une nuisance. Il est une menace existentielle pour tout leur système. D'autres tentatives de coup d'État viendront. D'autres complots d'assassinat seront tramés. Plus d'argent coulera des comptes étrangers vers les traîtres locaux. Les ennemis de la souveraineté africaine sont patients bien financés, totalement impitoyables, et ils jouent sur le long terme. Ils étudieront ce qui n'a pas marché avec les complots de Damiba et s'adapteront en conséquence. Peut-être que la prochaine fois, ils éviteront les communications numériques qui peuvent être interceptées. Peut-être qu'ils recruteront différents types de conspirateurs plus difficiles à identifier. Peut-être qu'ils utiliseront la guerre économique au lieu des coups d'État militaires en orchestrant des pénuries alimentaires, des crises monétaires ou des coupures d'électricité pour retourner la population contre Traoré. Les tactiques vont évoluer, mais l'objectif reste le même. Éliminer le capitaine Ibrahim Traoré par tous les moyens nécessaires et restaurer un gouvernement qui obéit aux maîtres extérieurs. C'est exactement pour cette raison que Traoré ne peut pas se permettre un seul instant de complaisance. La rhétorique révolutionnaire et les rassemblements populaires ne suffisent plus. Il doit impérativement apporter des améliorations concrètes et tangibles dans le quotidien du peuple. La sécurité face à la violence djihadiste, des opportunités économiques permettant aux familles de se nourrir dignement, des écoles et des hôpitaux fonctionnels, ainsi que des infrastructures qui marchent réellement. La révolution doit produire des résultats, pas seulement des slogans accrocheurs, car voici la dure vérité qu'il faut affronter. Si la vie ne s'améliore pas pour le Burkinabé ordinaire, si les promesses restent lettres mortes et si la corruption continue sans entrave, alors le soutien populaire finira inévitablement par s'effriter. Et lorsque ce moment arrivera, la prochaine tentative de coup d'État pourrait bien ne pas échouer. Mais c'est ici que je deviens véritablement optimiste, mes frères et sœurs, car il se passe quelque chose au Burkina Faso qui terrifie l'établissement néocolonial bien plus que n'importe quelle puissance militaire ou économique. Le peuple lui-même s'est transformé en révolutionnaire. Dès que la nouvelle d'une tentative de coup d'État contre le capitaine Traoré éclate, des milliers et des milliers de Burkinabés inondant les rues, non pas pour fuir ou se cacher, mais pour défendre leur président et leur révolution. Ils encerclent littéralement les installations militaires. Ils forment des boucliers humains. Ils font comprendre clairement que tout putschiste devra passer sur le corps de la population elle-même pour s'emparer du pouvoir. Ce n'est pas un dirigeant soutenu à bout de bras par des troupes étrangères ou qui règne par la peur et la répression. C'est un leader dont la légitimité découle directement du soutien authentique et de l'amour profond de son peuple. Et mes frères et sœurs, ce genre de pouvoir est le plus difficile au monde à renverser. Les femmes du Burkina Faso se sont organisées en une force révolutionnaire capable de se mobiliser en quelques heures seulement. La jeunesse instruite mais au chômage et sans espoir sous les régimes précédents voit désormais un avenir qui vaut la peine de se battre. Même au sein de l'armée, malgré la présence de traîtres dans leur rang, beaucoup croient profondément en la direction que le capitaine Traoré donne au pays. Cette énergie populaire est le plus grand atout du capitaine Traoré et son bouclier le plus solide. Tant qu'il la maintient, tant qu'il continue d'agir pour les gens ordinaires, tant qu'il reste connecté à leur lutte et à leurs aspirations, il est presque impossible à déloger. Damiba l'a appris à ses dépens. Vous pouvez avoir tout l'argent étranger du monde, mais vous ne pouvez pas acheter ce que possède Traoré. L'amour protecteur et féroce de son peuple. Et voici ce qui rend cette histoire encore plus remarquable. Malgré les tentatives d'assassinat constantes, malgré les campagnes de déstabilisation, malgré la pression étrangère et le sabotage interne, le capitaine Ibrahim Traoré continue de transformer le Burkina Faso. La révolution continue, les menaces demeurent. Mais aujourd'hui, en ce 20 janvier 2026, la justice a fait un pas de géant. Le chasseur est devenu la proie, le traître est offert.
Et à travers tout le Burkina Faso, les gens se tiennent un peu plus droit, sachant que ceux qui trahissent la nation finiront tôt ou tard par en payer les conséquences. À Luta, continua mes frères et sœurs, la lutte continue. Et aujourd'hui, nous avons remporté une bataille décisive. L'Afrique se lève et aucune quantité de coups d'État financés par l'étranger ne pourra nous arrêter.